La deuxième partie du 120% News, place à qui va vous convaincre. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Pablo Pio-Vivien de la revue Regard. Confrontation jeunes des cités et policiers. Il faut plus de fric et moins de flics. Le docteur Taureau, médecin généraliste, stratégie vaccinale. La France est beaucoup trop prudente. Il faut oser. Rosa Méziane du mouvement pour l'émancipation des territoires. On a des mosquées qui sont taguées à Rennes, à Nantes. Il faut dire stop, stop à la haine anti-musulman. Et puis Julie Graziani, éditorialiste. Les soirées clandestines se multiplient. Normal. Les Français sont en train de craquer. Pardon. On va commencer avec Pablo Pio-Vivien de la revue Regard. Des patrouilles de police prises à partie dans l'Essonne lors de contrôles, d'interpellation après une enquête sur un vol de moto. Réaction du commissaire de police en fin d'après-midi. Heureusement, on n'a qu'un blessé léger. Pour eux, ce sont des faits auxquels ils sont habitués à être confrontés. Et ça ne retirera en rien leur détermination à occuper ces quartiers dans l'avenir, comme ils le font jusqu'à présent. Nous sommes donc à Essonne, dans l'Étampes. Nous sommes donc à Étampes, dans l'Essonne. Le temps de reprendre ma respiration. Et vous dites, Pablo, il y a trop de flics et pas assez de fric. 90 secondes chrono, c'est parti. Il y a un divorce, et le mot est faible, et je pense que c'est indubitable, entre une partie de la jeunesse et l'institution policière. Ça se transforme même en une défiance, en fait, qui devient un système et qui donne d'un côté les violences policières et de l'autre les faits de violence dont on vient de parler. La question, c'est comment est-ce qu'on résout cette situation? Alors, il y a une façon, c'est l'orientation qui a été choisie par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et par l'exécutif, c'est on punit, on sanctionne et surtout on met du bleu dans la rue. C'est-à-dire que, en gros, on va mettre des flics surarmés à chaque coin de rue. Alors, je sais que l'État est censé détenir le monopole de la violence légitime, mais nécessairement, la solution qui est celle aujourd'hui de l'exécutif et de mettre des flics partout va engendrer plus de violence. Parce qu'ils considèrent que la situation, en fait, est vécue comme un affrontement, en fait, entre deux camps distincts. Alors même que ce ne sont pas deux camps distincts. Du côté des policiers et du côté des jeunes, ce sont des Français qui parfois habitent le même territoire. Alors il y a d'autres solutions, en fait, que cette politique de la matraque qui est proposée par Gérald Darmanin. C'était ce qui avait été proposé par le plan Borloo. C'était des investissements massifs pour désenclaver certains territoires qui sont aujourd'hui dominés par souvent la pauvreté et par le chômage. Mais surtout, je pense que ce qui manque, c'est un discours aux Français. Un discours aux Français sur la police. Attention, pas un discours à la police sur la police. Parce que c'est ce qu'avait fait Daniel Vaillant, en fait, entre 2000 et 2002. Oui. Il avait fait un discours... il parlait de la police, mais il en parlait aux Français, pas uniquement aux policiers. Alors, ça tombe bien, on a un maire, maintenant place au débat. Du fric, pas des flics, Ludovic Taureau. Alors, vous connaissez Jean-Louis Borloo qui a remis un rapport sur les banlieues il y a à peu près un an. Pablo. Voilà ce qui marquait, je trouve que c'est très juste. Est-ce qu'on laisse les ennemis de la République occuper le terrain ou est-ce que l'on envisage qu'il y a dans la jeunesse des banlieues un potentiel et une diversité qui va venir dynamiser le pays? Je vous explique. Moi, ça fait longtemps que je suis élu et j'étais là pendant les événements de 2005 sur Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, ils ont vite fait, il y avait le maire Claude Hillain qui, hélas, nous a quittés, qui a eu deux choses importantes. Un, amener des transports, et deux, mettre un commissariat. La première, c'est le plus gros commissariat, un commissariat de police, et aujourd'hui son successeur Olivier Klein, mais de la police municipale à Clichy. Pourquoi? Avant de mettre de l'argent, il faut sécuriser. Pablo, tu as une vision trop gentille des choses. Je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a 130 000 personnes qui vendent de la drogue tous les jours et qui en vivent. Dans notre PIB, c'est 2,7 milliards. Si on ne commence pas à récupérer ces territoires, comme je le dis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médecins. Mais c'est pas récupérer. En fait, je vais finir. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de postes, il n'y a plus de transport. Toutes ces choses-là, il faut les remettre. Mais là, on a laissé ces territoires avec ces gens aujourd'hui qui règnent dessus. Bien sûr qu'il faut mettre de l'argent. Et on a mis 30 Donc ça ne reviendra que s'il y a la sécurité. S'il y a la sécurité, mais c'est ce que demandent les gens. Et d'ailleurs, les élus de ces villes ne sont pas dupes.
Vous avez qu'à voir tous les élus de ces villes disent bien il faut qu'on mette de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis la nationale et ils mettent la municipale. Parce qu'il faut sécuriser les autres. Il ne faut pas mettre de l'argent qui est gaspillé. Il faut sécuriser mais et la mettre de question, l'argent. c'est comment est-ce qu'on sécurise? Et franchement, envoyer des flics qui sont habillés comme des Robocop arpenter les rues, avec des matraques, et taper sur tout ce qui bouge, je pense pas vraiment que ça soit la solution. Et attends. Et je pense d'autant plus que c'est pas la solution que souvent on parle d'enfants. En fait, on parle de mineurs. Moi, je suis désolé, mais des mineurs, même lorsqu'ils commettent un délit, voire même lorsqu'ils commettent un crime, on peut pas leur taper dessus. C'est pas ça la solution. Ce qu'il faut, c'est de la police de proximité, effectivement, des gens qui font le lien, pas forcément de la police d'ailleurs, parce que la police, elle est décrédibilisée, il y a une défiance d'une partie de la jeunesse envers cette police. Donc peut-être qu'il faut des acteurs, en fait, qui fassent l'intermédiaire entre l'institution policière et la jeunesse. Pablo, il faut la même police et la même loi dans tous les quartiers de France. Ça s'appelle une égalité pour qu'on mette de l'argent. On ne peut pas faire des différences suivant les gens. Justement. Tous les gens sont égaux, d'accord? Donc il faut la même... Mais les territoires sont pas égaux. C'est un territoire où il y a plus de chômage, où il y a moins d'écoles, où il y a moins de santé. Je connais plein de personnes à Clichy. J'ai plein d'amis à Clichy qui me regardent aujourd'hui. Et je vous le dis très clairement, ils aspirent à la sécurité et au changement. Et le changement, ça passe avec de la sécurité, de l'argent, je suis d'accord, mais tu peux pas dissocier les autres. Et alors, la police Rosa Méziane et Julie Graziani. Rose, qui justement fait partie de ces acteurs de terrain. C'est exactement ça. Alors, on va être très clair, les images qu'on a vues, elles sont inacceptables. Et en fait, rien ne peuvent les justifier, honnêtement, ni la pauvreté, ni quoi que ce soit. En revanche, il y a des chiffres qui sont marquants. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, il y a un millefeuille d'inégalités dans ces territoires. Mais l'une des inégalités aussi, c'est le sentiment d'insécurité. Alors qu'il est de 15% en France, il est de 25% dans les quartiers populaires. Elle est là aussi, cette injustice. Et effectivement, je ne crois pas qu'il faille moins de policiers. Je pense qu'il en faut plus, et pas juste des gentils policiers de proximité, même s'il en faudrait, pourquoi pas. Donc des méchants policiers non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Parce que l'opposition aux gentils policiers, c'est souvent les méchants policiers. Non, mais tu es en train de me dire que face à des mortiers, on devrait répondre avec un discours. Je suis en train de t'expliquer que quand on... Bah oui, bien sûr qu'il faut répondre avec un discours. C'est même primordial, en fait. Vas-y. Une colombe dans la main gauche et un rameau d'olivier dans la main droite. Face à des agressions, en fait, qui sont faites de mortiers, voire pire, oui, effectivement, il faut parfois une réponse armée, c'est-à-dire avec un flashball ou avec un taser, peu importe. Mais croire qu'il faut en fait aujourd'hui que du policier dans les quartiers populaires, elle est là l'erreur. Et effectivement, tout ce qui est fait aujourd'hui dans les quartiers populaires, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Clairement, aujourd'hui, Nadia Air, elle a prévu, avec quelques millions, 600 éducateurs pour 45 QPV, les quartiers prioritaires de la ville. D'accord ? 45 quartiers. Vous savez combien on en a en France ? 1500. Donc autant vous dire que déjà, c'est peanuts. 600 éducateurs divisés par 45, il n'y a pas besoin d'avoir fait de maths. Donc c'est une question d'argent. Bien sûr que c'est aussi une question d'argent. Parce que je regardais sur l'Essonne, la rénovation urbaine dans l'Essonne, 10 milliards, le plan est de 2014 à 2024. Donc de l'argent, il y en a quand même pour la rénovation urbaine. Oui, mais la rénovation urbaine, c'est quoi ? C'est on casse des immeubles et on les reconstruit. D'accord ? Alors déjà, ça fait quand même participer, c'est l'ANRU, ça fait quand même participer un bon nombre d'entreprises de bâtiments françaises. Il ne faut pas le nier qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine, c'est aussi de l'économie. Mais aujourd'hui, 10 milliards, regarde le nombre de quartiers qu'il y a en France aujourd'hui. On refuse, depuis près de 30 ans, en fait, à avoir des grands chantiers. C'est-à-dire que même le plan de Borloo, il était sous-évalué. Il était très coûteux, peut-être avec des anciennes méthodes, il n'y avait rien de novateur. Alors effectivement, il n'était peut-être pas assez sexy, mais il avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, on ne propose rien, aucun parti politique n'essaye d'avoir une réponse à ces quartiers populaires. Ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Et si concrètement, on n'a pas un véritable plan Marshall, que ce soit sur l'éducation nationale dans ces territoires, elle est en perdition. Si on n'a pas une réponse économique à ces territoires, une réponse aussi médicale, il ne se passera rien. Je suis désolée, Julie, mais c'est important de préciser que oui pour les policiers, mais pas que. Non, le problème, Rose, c'est que vous pourriez parler pendant des heures parce que la situation relève tellement du millefeuille et de l'imbrication des facteurs et des causes que ça mériterait carrément un colloque spécial, bien sûr. Un colloque sur 8 jours. Je me réfère à un rapport, il date de 2018, il avait été rendu par la commission de l'Assemblée nationale consacrée au problème d'évaluation des politiques publiques et il ciblait spécifiquement la Seine-Saint-Denis. Il fait 67 pages, il est parfait ce rapport.
rapport, il décrit tout ce qui fonctionne pas, tout ce qu'on devrait améliorer, etc. Bon, il fait la part belle, en effet, au manque de présence policière, ou plutôt à l'insuffisance de la qualité, de la formation des policiers, et ça rejoint un peu ce que vous dites aussi, comment savoir bien réagir dans telle situation, pas rajouter de l'huile sur le feu, intervenir à bon escient. Là, les policiers intervenaient sur un vol de moto et ils se retrouvent encerclés alors qu'ils font leur travail, simplement. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a à l'évidence un problème qui va bien au-delà de ce que décrit Pablo. Alors, je vais lui donner un tout petit peu raison, mais c'est pour mieux lui donner tort ensuite. Il est certain qu'à court terme, plus de présence policière déclenchera plus de violence. Mais c'est pas pour la raison. Non, c'est pas pour la raison qui est indiquée. C'est parce que ceux qui sont violents et qui s'en prennent aux policiers dans ces banlieues, c'est pas la majorité des habitants. C'est ceux qui appartiennent à ces réseaux mafieux qui interviennent comme des proto-États. Parce que c'est quoi une mafia? C'est un proto-État qui fait régner sans les attributs de l'État sur un territoire donné de l'ordre, qui gère de l'argent, qui fournit du travail aux gens, voilà, qui a un peu les attributs. Non mais Julie, il faut faire attention. On parle souvent d'enfants. Violence. En fait, on parle souvent d'enfants. On parle de mineurs. On parle de mineurs. Donc je suis pas sûr que parler de mafia lorsqu'on parle en fait de jeunes mineurs qui étaient présents par exemple là en l'espèce à Étampes sur un terrain de foot. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Cette culture de la violence et de s'en prendre à des policiers, ça ne peut provenir que de gens qui sont éduqués à s'en prendre à des policiers. Il y a un problème, il y a une défiance. Il y a une défiance. Il faut éduquer les jeunes de banlieue à s'en prendre à des policiers. Non. Ou alors vraiment, c'est insulter l'éducation des parents dans ces quartiers populaires. Et l'éducation nationale. Et l'éducation nationale par ricochet. Attention, attendez, j'ai bien dit qu'il y avait. Éduqués à la violence. J'ai bien dit qu'il y avait. Non, j'ai bien dit qu'il y avait dans ces territoires des bandes mafieuses. Et dans ces bandes mafieuses, il y a évidemment une éducation à la violence, puisque la violence est le propre de la mafia. On a eu un chiffre très parlant, 137 000 personnes qui trafiquent ou qui vivent du trafic de drogue. Est-ce que vous pensez que c'est la majorité des personnes qui vivent les quartiers populaires? Non, ils sont des millions. Donc aujourd'hui, dire que les quartiers populaires vivent exclusivement en fait de la drogue, c'est un mensonge. Monsieur le maire, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que j'ai dit. T'as pas compris ça. Moi, j'ai dit qu'il y a une minorité aujourd'hui qui gagne beaucoup d'argent et qui mettent des mineurs parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être pris pour la police et qui servent des enfants pour faire les guetteurs. Ça, je vous amène n'importe où pour le voir. Maintenant, cette minorité, il faut la supprimer pour que la majorité puisse vivre. Mais tant qu'on l'aura pas on la supprime pas. En fait, on supprime personne. C'est tout le problème. La minorité violente, elle n'a pas existé. Mais non, ça va pas, non. Ce sont des Français comme les autres. Eh bien, on les juge, on les éduque, on les supprime pas. Je vais t'amener avec toi. Tu t'entends dire on les supprime. Je te dis que la violence. Dans la tête. Écoute, mais dis pas de dire ça. Je te dis que la violence et les actes violents. Je crois pas que c'est ce que ça veut dire. On supprime. Non, on ne supprime personne. Pablo, si tu veux, écoute bien, je te dis. Tout délinquant, tous ceux qui servent de la jeunesse, tous ceux qui pourrissent ces quartiers, qui mettent la misère à ces gens qui n'osent même pas rentrer dans les halls, on doit en effet les empêcher de nuire. Et tu ne peux pas dire le contraire. Et donc ça, c'est par la loi, la réponse pénale. Et par la présence de police. Non mais je ne sais pas pourquoi on est tous en train de se crier dessus, parce qu'en plus on dit la même chose. Mais à chaque fois pas tout à fait par rapport à Pablo. Non, mais ce qui est faut faire gaffe. Moi, c'est juste que je tire pas au flashball sur un mineur. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, même pas sur un adulte. Ce qui est désagréable, c'est que quand Ludovic et moi on dit quelque chose de sensé et de mesuré, vous essayez de déformer notre propos en disant qu'on attaque tous les gens des banlieues populaires, alors qu'on précisément on a dit le contraire. C'est pas la remarque qu'on a fait non plus. Honnêtement, ça n'a pas été mes propos. Mais là où je peux rejoindre Pablo quand il parle en fait des mineurs, vous savez, le noyau dur, on a extrêmement de mal à le casser. Moi, que ce soit avec mon association ou avec mon entreprise, réellement, on arrive à rattraper les suivards ou ceux qui ne sont pas encore tombés dans la délinquance. D'accord ? Ça, on arrive à le rattraper. Mais le noyau dur, il n'y a qu'une réponse sécuritaire et pénale qui peut fonctionner malheureusement. Alors, qu'est-ce fin qu'on dit de sur la discussion. On n'a pas parlé de plus de fric. Qu'est-ce qu'on dit sur le plus de fric ? C'est évident. Si tu rajoutes des policiers, on en a parlé, c'est le plan Borloo en fait. C'est commencé, c'est le point de départ, c'est le plan Borloo. Et on peut même aller plus loin que le plan Borloo. Mais pour l'instant, le plan Borloo, il a à peine commencé. On l'avait à peine mis en place. Borloo a été mis de côté. Exactement. Et Borloo l'a dit. Mais dans le plan Borloo, il y a aussi la police. Je suis désolé. Il n'y a pas que les moyens. Ce que dit Pablo, c'est si on met plus d'argent, c'est pas dans la police. On met plus d'argent dans la médiation, dans la rénovation urbaine, dans les acteurs sociaux et autres. On va voir justement ce que nos amis ont pensé de la prise de position de Pablo. Pablo Pillot, Vivien de la revue Regard. Plus de fric, pas de flic. Rouge. Un rouge, pas d'accord. Ah oui, du fric, pas de flic. Je suis désolé, je suis rouge. Rouge.
Rosa Méziane? Alors, moi, je ne vais pas être aussi... c'est rouge ou vert. Alors, je vais vous le dire, je mets un vert parce qu'effectivement, et je suis d'accord qu'il faut beaucoup plus d'argent. Si on veut retrouver un tout petit peu d'égalité dans ces territoires, il faut plus d'argent. Maintenant, je crois qu'il faut aussi investir dans la politique. C'est pas ce qui est marqué sur... Ah bah oui, mais bon, Julie Graziani. La nuance, c'est important. Attention. C'est un rouge pour moi. Plus de fric, l'argent ne pousse pas sur les arbres, comme on le sait. Il faut plus d'argent privé et plus d'argent légal dans ces quartiers-là. Mais c'est pas de l'argent public. On en a déjà mis tellement, sans résultat. À minima, mettez-nous un budget. Dites-nous jusqu'à quand on met de l'argent public et à quel moment. Alors, le plan Borloo est assez bien détaillé. Sur les réseaux sociaux, on a posé la question s'il fallait donner un petit peu plus d'argent, davantage d'argent à ces quartiers sensibles, quartiers populaires ou pas. Alors, bon, c'est quand même assez particulier. C'est alors non qui l'emporte à 53-47 en ce qui concerne les banlieues. Après Pablo Pillot-Vivien, on va passer au docteur Taureau. Tous les plus de 55 ans sont désormais éligibles à la vaccination avec l'AstraZeneca. Bientôt le vaccin Johnson & Johnson. L'intervalle d'injection pour la deuxième dose, il sera allongé pour ceux du Pfizer et du Moderna. À compter du 14 avril, pour toutes les premières injections de vaccins ARN messager, le rappel sera de 42 jours au lieu de 28. Ce dont se satisfait le docteur Bouchot. Enfin, dit-il, on a pris le pas et la mesure. On a maintenant le recul de ce qui a pu se faire dans d'autres pays et qui montre que l'espacement des doses ne pose aucun problème en termes d'efficacité. Et donc c'est le bon sens d'avoir évolué dans ce sens-là. On était un certain nombre à prôner cette disposition depuis bien longtemps et je vois avec satisfaction qu'on y vient maintenant et on aurait pu espérer y venir un peu plus tôt. Et justement, la France s'est montrée et se montre toujours beaucoup trop prudente. 90 secondes pour convaincre. Docteur Taureau, c'est parti. Bon, comme Pablo il m'a bien chauffé, je vais pouvoir engrainer très rapidement, d'accord ? Oui, il le dit, enfin. Je vous rappelle les chiffres, on est à 30 671 hospitalisés, à peu près la même chose qu'il y a un an. On est à 5 838 réa, pratiquement le record. On va atteindre les records d'il y a un an, d'accord ? Et puis on peut se comparer maintenant, il va falloir le faire un tout petit peu. Et pourquoi pas aller le plus près, et pas très loin, la Grande-Bretagne. Donc je vous ai fait d'autres tableaux que je vais vous lire. Grande-Bretagne, le vaccin a commencé le 8 décembre. Nous en France, le 28 décembre. Le taux de vaccination en Grande-Bretagne est de 47%. Ah ben non, nous il est 11%. Le nombre de confinés, eux ils déconfinent, nous on confine. Les décès, ils ont eu 7 décès. On en a 300 de moyenne par jour. Les hospitalisés, ils en ont 3 000. Ah, on en a 30 000. Ça veut dire que depuis... 30 000 contaminations. Non, je répète ce que je dis. 30 671 hospitalisés par rapport aux 3 ans. Dès le début, la Grande-Bretagne a dit, allez, on va faire vite, on va faire que des premières doses. On va pas faire les deuxièmes, on va déjà envoyer ça très rapidement. Ils ont écarté les 2 doses. La validation de Pfizer, le 2 décembre pour la Grande-Bretagne, le 24 décembre pour nous. Pour AstraZeneca, la validation le 30 décembre pour l'Angleterre et le 4 février pour la France. Et après, on s'étonne où on en est aujourd'hui. Mais parce qu'on n'a pas anticipé. Quand j'entends M. Véran, le ministre de la Santé, qui nous disait, je crois que c'était en décembre. Ah non, les vaccinodromes, c'est pas pour nous, c'est pas la France, c'est pas efficace. 3 mois après, on les fait. En fait, on n'a pas su du tout s'adapter, on n'a pas inventé, d'accord ? On a une autosatisfaction, on est les meilleurs. Non, le bout du tunnel, excusez-moi, il est au bout du tunnel de la Manche. C'est là-bas que ça se passe. Et la lueur, elle est pas chez nous parce qu'on n'a pas su anticiper et surtout qu'on prend les mêmes mesures qu'ils ont pris il y a 3 mois. Le taux de vaccination primo-injection, c'est 16,5 ce soir. C'est un petit peu monté. Alors, c'est 52 en Angleterre. Voilà. On a été trop prudent, Julie Graziani, c'est vrai ? Oui, mais il y a un biais inavoué dans l'exposé de Ludovic, c'est qu'il compare la France et la Grande-Bretagne en omettant de nous dire que la France, elle, a fait le choix de l'Union européenne, que par conséquent, elle ne décide pas seule, qu'elle doit tenir compte de l'avis de ses partenaires et que c'est pas seulement la France qui est pointée du doigt pour sa lenteur. Non. C'est toute l'Union européenne qui l'a été par l'OMS récemment. Non. Je ne suis pas d'accord, Julie. Ce que je viens de te dire, c'est qu'ils ont décidé de tout mettre en première vaccination, ce qu'on aurait pu faire. Il n'y avait pas besoin de l'Europe pour ça. Si on avait décidé à 3 mois, de se taper les deux rappels, on dit on met tous les premières vaccinations, comme ça, on fait une majorité, même s'ils sont protégés à 70-80, c'est déjà ça. Et là, il n'y avait pas besoin de l'OMS, il n'y avait pas besoin des vaccins. C'est juste anticipé. Il n'y en a pas assez. Allez, plutôt que d'avoir la majorité qui n'est pas vaccinée, on va en faire une majorité qui est au moins vaccinée à 70%. Donc c'est juste sur la fréquence des vaccins, enfin des 2 injections. C'était tout simplement, mettons le plus de personnes vaccinées en première dose. Après, mais pas un médecin l'avait dit en France. Si, je suis désolé. La haute autorité de santé, peut-être le docteur Taureau, mais il y en a pas beaucoup. Autorité de santé
Fin janvier, on n'avait pas forcément les vaccins pour arroser avec une première injection. Non, parce qu'on a arrosé 1 et 2 vaccins. Il fallait que la deuxième dose que vous preniez à 4 semaines sur le Pfizer, je vous rappelle, et qui était à 3 semaines, il fallait la mettre tout simplement en primo-vaccination. Parce que le Pfizer, ça a été le vaccin majoritairement fait en France, c'est tout. Et là, il n'y a pas besoin de l'Europe ou qui que ce soit. Il y a besoin juste un tout petit peu, clic-clac. Mais bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec Ludovic. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre en fait la temporalité de notre gouvernement, qui nous dit toujours des choses qu'on ne devrait pas faire ou que peut-être qu'ils ne feront pas encore, etc. Par exemple, le confinement, par exemple les vaccinodromes. Et puis, en fait, on attend un peu. Et puis, le confinement, ils avaient dit 2 semaines avant, il n'y aura pas de confinement. Finalement, il y a un confinement. Ils avaient dit, oh bah les vaccinodromes, c'est pas notre truc, c'est pas à la française. Et puis finalement, il y a des vaccinodromes. J'avoue que cette politique est insupportable. Mais surtout, moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est qu'il n'y a jamais de bilan en fait de tirer de ces temps d'attente et de cette temporalité hyper bizarre. C'est-à-dire qu'on a toujours Emmanuel Macron ou Jean Castex qui viennent s'autocongratuler dans les médias. Et ça, j'avoue que c'est très étrange parce qu'ils pourraient dire bon bah c'est vrai, on avait dit qu'il fallait pas de vaccinodrome, et maintenant on dit qu'il en faut. Donc peut-être qu'il y a 3 mois ou il y a 2 mois, on s'est trompé. Mais ils sont absolument incapables de le dire. Et j'avoue que c'est compliqué à entendre. Je reviens quand même à la logique européenne parce que ça va nous fournir un élément d'explication. Puisqu'en fait, Ludovic nous décrivait une situation, mais ne nous a pas vraiment expliqué comment on en arrivait là. Bon, je pense que la différence, c'est que la Grande-Bretagne a fait le choix de l'audace, d'y aller seule, de prendre des risques, en effet. Tandis que nous, parce qu'on est habitué à décider à 27, on regarde un peu comment font les autres avant de risquer un petit bout de l'orteil dans l'eau froide. On ne pouvait pas regarder la Grande-Bretagne, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on a besoin de regarder? Regardez, de toute façon, ne me parlez pas de l'Europe, parce que regarde le confinement. Sur l'AstraZeneca, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a 2 qui n'en veulent pas, l'autre 50-50. Mais le confinement, ils sont confinés depuis décembre, hein, les Oui, mais il y avait aussi une réticence des Français qu'il fallait entendre. Alors, justement, Rosa Méziane. Alors, il y a 2 choses. Alors, effectivement, on est quand même sur une crise nouvelle et c'est peu de dire qu'ils ont énormément tâtonné, voire fait de grosses bourdes. Mais on minimise aussi la défiance des Français pour ce vaccin. Et donc, moi, je me rappelle sur les plateaux, par des médecins, tout et son contraire était dit. Donc, à un moment donné, quand on a des injonctions contradictoires, il faut comprendre aussi que les Français ont fait preuve de méfiance. Maintenant, là où je vais te rejoindre, effectivement, parce qu'à posteriori, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est un peu plus facile de dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bon. Il est évident aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup trop de prudence. Emmanuel Macron l'a reconnu d'ailleurs en disant qu'il n'a peut-être pas eu suffisamment de prise de risque ou d'audace. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, effectivement, c'est qu'il n'a pas été élu pour faire une politique de pépère. Et que quand on est sur d'autres sujets, il n'a pas hésité à faire preuve de plus d'audace. Donc oui, lui qui se disait disruptif, il aurait peut-être pu, sur cette crise-là, faire preuve d'entrain ou en tout cas d'être un petit peu plus de stratégie et de vision. Et il est clair, et il ne faut pas se mentir, on a été à la ramasse. On a fait l'éloge de la lenteur, on a dit tout et son contraire, on a fait des bourdes sur les masques, on a fait des bourdes sur le tester, tracer, isoler. Enfin, moi, je suis d'accord sur la succession en fait de bêtises et du manque de stratégie. Mais ce que je veux dire, tu me dis, et c'est facile de faire un truc après. Non, ça fait 3 mois. Cette histoire d'avoir mis tout le monde en premier, on aurait pu voir au bout d'un mois, ça marchait. Que ça a monté tout doucement. Et il a fallu qu'on attende 3 mois. Ou pourquoi? Parce que là, on entend atteindre des chiffres de l'année dernière, ce qu'on ne voulait surtout pas arriver à avoir. On va se retrouver dans la même situation qu'il y a 1 an, alors qu'on a retardé, soi-disant, le confinement. Et ben on l'a, le confinement. On a retardé les draps, on les a. Il y a des gens qui veulent se faire vacciner, ils n'ont pas l'âge. Et puis il y a d'autres qui sont en droit de se faire vacciner, qui n'y vont pas. C'est-à-dire que la différence, en fait, il a tout perdu. Excusez-moi de vous dire ça, le président. Il voulait pas 2 choses. Qu'on arrive dans une situation sanitaire terrible et qu'on confine. On y est. Et on aurait fait juste 2 mois avant. Ça aurait été beaucoup plus court et beaucoup plus efficace. C'est tout. Mais regardez comme le traitement du cas AstraZeneca est symptomatique de cette tendance à se caler sur l'agenda des autres. On a suspendu, on attend de voir ce que les autres faisaient, et ensuite on a attendu qu'il y en ait 1 ou 2 qui rouvrent. AstraZeneca, pas pour le confinement. Pas pour le confinement. Tous les pays européens autour de nous étaient confinés et pas nous. Est-ce que tout ça ne vient pas aussi d'une angoisse profonde de nos hommes politiques à avoir judiciarisé le mécontentement des Français? Ils ont tous en tête la perquisition. Dès qu'Édouard Philippe a quitté son bureau, il y a des juges qui sont arrivés. Est-ce que tu crois qu'il ne va pas y en avoir néanmoins? De toute façon, il va y en avoir, puisque des gens aujourd'hui vont décéder. Et si on avait peut-être fait
un confinement beaucoup plus strict au tout début, quand il faisait très froid, il y aurait eu peut-être moins de décès. Donc de toute façon, ça tombera de toute façon. Non, mais je crois que la plus grande difficulté, quand on accomplit un acte positif, et on n'est pas sorti parce que le mec qui peut y croire aujourd'hui. Julie, finisse son propos, s'il vous plaît. Statistiquement, quand on ouvre le parapluie, même si ça provoque indirectement plus de morts, c'est plus difficile de démontrer la causalité, le lien de cause à effet entre le fait d'avoir ouvert son parapluie et le fait qu'il y ait plus de morts. Alors que si on prend un acte positif et qu'un homme politique prend une décision positive d'où il résulte directement plus de morts, il engage davantage sa responsabilité. Donc il répugne à le faire. Rappelez-vous Boris Johnson qui a dit mais non, ça servait à rien. Il se l'est chopé. Il a fait en 24 heures, il a tout changé, la politique. Et nous, on n'a pas su faire ça. Le président de la République l'a attrapé pourtant. Oui, en fait, ils sont tous les deux pareils, sauf qu'il y en a un qui a réagi, l'autre qui n'a pas réagi. Peut-être qu'il n'a pas eu un D'ailleurs, le discours de Boris Johnson au sortir de l'hôpital était très... Il s'est excusé, il a dit « je me suis trompé ». Ce que Emmanuel Macron est incapable de faire. Il y a un peu de storytelling aussi dans tout ça. J'ai pas dit le contraire. Oui, mais il y a l'efficacité à la fin. La lumière, exactement. D'accord, Julie, mais moi je vois les chiffres aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu 5-7 décès. Donc, Dr Taureau, ce qui veut dire qu'on ne sortira pas. Mais c'est ça. À la mi-mai, ou tout du moins à la mi-mai, quand le président a dit mi-mai, nous regarderons si nous pouvons un peu assouplir, ça veut dire qu'à la mi-mai, on ne pourra pas. Il y a Alain Fischer, les grands vaccins. 90% de la population ne sera jamais vaccinée en automne. On le sait. Et ça va être terrible, parce que tous ces chiffres, on en parlera par rapport à ton sujet, sont terribles en termes de confiance des gens. Mais bien sûr. D'accord. Allez, on y va pour le verdict en ce qui concerne la prudence, l'excessive prudence de la France. C'est le docteur Taureau qui en parle. Il a raison ou pas, Ludovic Taureau? Moi j'ai envie de lui mettre un verre, mais c'est vrai que moi ce serait plutôt la France est trop nulle en fait. C'est pas de la prudence en fait, je vois pas la prudence. C'est de la nullité. Non mais à ce niveau c'est de la nullité, je suis désolé. D'accord. Julie Graziani. Trop prudente, oui, c'est un verre pour moi, mais à condition d'assumer que quand on prend un risque, on fait preuve d'audace, donc on manque de prudence. Trop prudente. Voilà, mais oui, mais donc par hypothèse ne pas être assez prudente, c'est aussi prendre un risque, bref. Et à ce moment-là, oui, mais il faut assumer aussi le risque du plantage. Julie, excuse-moi, mais l'arrivée de Macron avec ça, c'était une nouvelle France avec du risque et tout ça. Il est où ce risque? C'est le truc le plus pépère qui existe. Oh ben non, mais alors ça, notre pays a le chic pour transformer en 2 ans un président audacieux en bon gestionnaire des affaires courantes. C'est encore notre faute. Alors, Rosa Méziane, d'accord avec Ludovic, avec le docteur Taureau? Je vais mettre un verre pour 2 raisons. La première, parce qu'effectivement, manifestement, on a été trop prudent et pas assez efficace. Et la deuxième, c'était que s'il avait 3 verres, il mettait un perfecto la prochaine fois, donc du coup... Non, perfecto, c'est pas vrai. Allez, on a posé la question aussi sur les réseaux sociaux. La France s'est-elle montrée beaucoup trop prudente en ce qui concerne les vaccins? Eh bien, regardez, trop de précautions? Non. Non, 60% des vaccins, et 39% en ce qui concerne le oui. Docteur Taureau, si Twitter avait voté, c'était des rouges. Mais là, c'est le gouvernement qui a voté, c'est sûr. On va passer à Rosa Méziane. Rosa Méziane qui est présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. On a eu des tags haineux contre les mosquées, les lieux de culte de Rennes et de Nantes. À Rennes, on pouvait lire non à l'islamisation, Mahomet, prophète pédophile, l'immigration tue, Charles Martel. La classe politique a condamné ces actes. On écoute Madame Schiappa. Ces tags qui sont absolument ignobles et qui sont une insulte et une menace, non pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour toute la République. Parce qu'en République, on respecte la laïcité. Et la laïcité, c'est aussi la liberté de culte et la liberté de conscience. Donc bien évidemment, je soutiens l'ensemble des musulmans et l'ensemble des personnes qui ont été visées, qui ont été blessées également par ces tags très violents et très virulents. Et c'est également ce message de soutien que je suis venue ici apporter auprès de monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris et de l'ensemble des personnes de la Grande Mosquée de Paris. Et là, c'en est trop. Stop à la haine anti-musulman. 90 secondes, Rosa Méziane. Alors, ça fait des années que les actes contre les musulmans sont en augmentation, que ce soit des tags injurieux, des agressions de croyants, des tentatives d'attentat également. Il y a quelques jours, la journaliste Nadia Lazouni, qui porte un voile, a été menacée de mort par courrier chez elle. Et personne ne peut chiffrer non plus le nombre d'anonymes qui ne portent pas plainte et qui pourtant sont victimes de voiles arrachés, de crachats ou d'injures. Alors, sous couvert de lutte contre l'islamisme, est conforté par une classe politique dont l'extrême droite aujourd'hui est devenue le pôle d'attraction, un certain nombre d'identitaires
passent à l'acte. De nombreuses identités passent à l'acte et menacent tous nos concitoyens musulmans, mais aussi notre République. Le mythe du grand remplacement et de l'islamisation de la France n'est plus seulement développé dans de sombres petits blogs sur Internet, mais à pignon sur rue dans les médias, conforté par le discours réactionnaire d'un certain nombre de polémistes, de journalistes, d'avocats qui passent dans les médias, galvanisés aussi par cette nouvelle médiatisation. La simple vue de femmes voilées réactive le sentiment d'on n'est plus chez nous et ce signe religieux est perçu dorénavant comme une défiance, voire une provocation. Et j'exagère à peine parce que si on regarde les commentaires après un acte contre les musulmans ou un attentat contre les musulmans, les gens se déchaînent avec une haine anti-musulmane en expliquant que le compte n'y est pas face aux attentats islamistes, niant aussi que les Français de confession musulmane sont aussi victimes des attentats. Donc je crois qu'il faut le rappeler, les Français de confession musulmane font partie de notre nation et de notre histoire. Et demain, nous serons tous responsables d'avoir minimisé ce nouveau danger qu'est le terrorisme identitaire qui grimpe de plus en plus dans notre société. Julie Graziani, place au débat. Non, mais c'est pareil, c'est épouvantable, mais je vais essayer d'apporter de l'explication sur une présentation qui était juste, mais très descriptive. Et moi, c'est toujours pareil, dans ces cas-là, j'ai envie d'aller chercher les racines profondes de ce mal que vous décrivez. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment, nos compatriotes musulmans sont pris en tenaille entre une mouvance identitaire plus traditionnellement issue de la droite conservatrice sur fond de notre pays est comme ça, on n'a pas envie qu'il change et on a envie que nos paysages restent identiques, que les costumes vestimentaires restent identiques. Donc ça, c'est plutôt issu du conservatisme. Mais de l'autre côté aussi, une tendance de la gauche républicaine universaliste à ne pas aimer les religions, les croyances, ou du moins avoir beaucoup de méfiance vis-à-vis des religions et des croyants, et qui développe aussi vis-à-vis des musulmans ce discours de méfiance sur justification de il faut lutter contre l'islamisme. Et en fait, les deux mouvements se rejoignent dans cette dénonciation de l'islamisme. Et c'est là où tout le monde en fait est très embarrassé parce que chacun d'entre nous n'aime pas ce que peut faire l'islamisme. Personne n'a envie de faire d'amalgame avec les musulmans. Tout le monde a bien conscience aussi du fait qu'un certain nombre d'organisations islamistes instrumentalisent l'accusation d'islamophobie pour se dispenser elles-mêmes d'être l'objet de critiques. Et ben nous, on est au milieu de tout ça. Non, sauf que Rose va plus loin. Elle dit qu'aujourd'hui, il y a un discours qui a pignon sur rue de la part d'éditorialistes, de journalistes, de responsables politiques et qu'il est banalisé en fait. Et donc, c'est lui qui excite ceux qui ensuite passent à l'acte. Si je prends les propos de Zemmour, il faut donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France. Il affirme que depuis 30 ans, on vit une invasion. Il explique que les femmes voilées tentent d'islamiser un territoire. Il soutenait également que tous les musulmans, qu'ils le disent ou non d'ailleurs, considèrent que les djihadistes sont des bons musulmans, ce qui est un scandale. Il a été condamné pour ça. Mais vous prenez les propos de Zineb El Razaoui qui expliquait également que le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Donc elle fait un lien direct entre des croyantes et le terrorisme. Elle expliquait également dans l'heure des pros sur CNews qu'il faut arrêter de considérer les musulmans ad vitam aeternam comme une petite communauté fragile et qu'il faut caresser dans le sens du poil parce qu'elle serait capable d'actionner sa ceinture d'explosifs. Donc voilà aujourd'hui comment on considère le musulman. C'est-à-dire qu'il est toujours dépeint de façon violente ou non appartenant à la société avec toujours cette... alors c'est le nouveau mot à la mode, taquilla. Donc il y aurait toujours de manière sous-jacente la volonté de conquérir la France, la volonté d'islamiser la France. C'est ce qui attise la haine. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, vous prenez les propos de toute la classe politique aujourd'hui, si vous remontez à quelques années, on n'y est pas. Bien évidemment qu'aujourd'hui, le terrorisme islamisme mondial a eu un électrochoc dans toutes les sociétés. On a commencé à prendre à partie les musulmans à partir des attentats du World Trade Center. Et les répliques qu'on a pu avoir en France ont été catastrophique. Alors, Pablo... Bien sûr que la société n'est pas complètement divisée, mais on y arrive. Et je crois qu'on minimise encore plus parce que tu as parlé des tags, mais il y a eu quand même une personne qui à la mosquée de Bayonne a quand même tiré sur deux individus. On a de nombreux attentats qui sont déjoués par le gouvernement. Je n'ose croire ce que ça aurait pu être si on les avait pas. Alors, Pablo déjoués. Et le docteur Touré. Il y a un vrai risque qu'on minimise et qu'on passe un petit peu sous silence parce qu'aujourd'hui il est de bon ton de lutter contre l'islamisme, mais la réalité c'est qu'on lutte tous contre
contre l'islamisme. Rose, tu as parlé des éditorialistes, tu as parlé des médias, etc. Il y a des acteurs que tu as oubliés, tu as cité Éric Zemmour, etc. C'est le gouvernement. Le gouvernement est hyper responsable aujourd'hui de la situation, la situation de haine anti-musulman, de cette atmosphère en fait anti-musulmane. Avec la loi séparatisme. Avec la loi séparatisme. C'est absolument abominable. Et d'ailleurs, c'était Marlène Schiappa qui l'avait déclaré. Elle avait dit oui, c'est vrai. Je crois que c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Elle avait dit oui, c'est vrai. C'est l'islam qui est en partie la cible qui est visée spécifiquement par cette loi. Pablo, les religions. Les religions. L'islam quand même tout particulièrement. On les a tellement accusés d'être timides qu'ils ont tranché sur le fait que c'était l'islam. C'est pour ça que je parlais de la gauche républicaine laïque tout à l'heure, parce que cette loi, elle est vraiment le produit d'une matrice idéologique dans laquelle le croyant est suspect par principe, par essence, de vouloir se séparer de la religion. Moi, je pense que l'objectif du gouvernement, c'est plutôt d'aller labourer en fait sur les terres du Front National, exactement, et ils attisent la haine. Aujourd'hui, l'extrême droite est devenue la boussole des partis politiques, et c'est un véritable danger. De certains partis politiques. Oui. Et l'accusation en islamo-gauchisme est aussi d'ailleurs un symptôme de ça. Aussi Europe Écologie Les Verts qui ont été mises en cause par Marlène Schiappa. Donc c'est quand même compliqué de venir. Donc c'est le pompier pyromane, quoi, en fait. Il y a un petit peu de ça. Je ne dirais pas que le gouvernement est responsable des actes anti-musulmans. Néanmoins, le contexte qu'on a depuis un certain nombre d'années favorise effectivement cette défiance, cette haine, ce rejet qu'on a de nos compatriotes musulmans. Dans le titre Stop à la haine anti-musulman, j'irais Stop à la haine tout court. C'est pas que les musulmans, c'est aussi les catholiques, c'est aussi les juifs. Mais bien évidemment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est tous les genres différents. Aujourd'hui, dans ce pays, on a fracturé ce pays. Ouais, et je vais vous le dire franchement, le politique est responsable parce qu'il s'en est servi, on le sait très clairement. Donc, on a fait. Je suis le plus vieux d'entre vous. Moi, quand j'ai grandi, j'avais pas aucun problème avec personne. Je veux dire, on déconnait à fond. Et plus ça a été, et moins ça a été. Et pourquoi ? Parce que c'est le politique, je pense, qui a eu un péché, c'est vouloir séparer les gens, et je vais le dire très clairement, pour récupérer des voix. Et on le sait très bien. Mais je suis d'accord, mais il y a eu quand même, des agressions à l'égard des Italiens, il y a quand même eu des ratonnades, on a jeté des Algériens à la Seine. Tu as raison. Oui, mais la seule différence, c'est que c'est amélioré, et là, ça ne s'améliore pas. Je suis d'accord. Donc là, il y a tous les fous qui foutent des bombes qui n'ont rien à voir avec les musulmans. C'est des tarés qui mettent des bombes. Et certains essayent de les mélanger avec tous les musulmans. C'est une erreur. Mais là encore, quand je vois récemment le ministre algérien qui a sorti sa sortie ennemi traditionnel et éternel, pour les gens un peu fragiles. Mais c'est catastrophique. Comment un ministre algérien peut attaquer et dire qu'on sera éternellement les Français des ennemis ? Oui, mais c'est important parce qu'il est ministre. Il n'est pas. Ce que je veux vous dire, moi je vous dis, c'est stop à la haine, stop à celui qui est différent, stop à tout ça. Et surtout, je demanderai à tous ceux qui existent aujourd'hui, grâce à cette séparation. Certains existent par ça et ont été créés pour ça. Il faut arrêter. Il faut partir dans un truc. Moi, je vous le dis, médecin, les maladies touchent tout le monde. Quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur. Donc maintenant, il faut redescendre. On est tous pareils, on va vivre ensemble. Ah, mais sauf que ça va être l'enjeu de la prochaine campagne présidentielle. Mais ça encore, c'est de la foutaise parce qu'ils on a parlé de l'insécurité et ce sera aussi l'immigration. Et quelle France on veut demain, ça va être ça. Le prisme de la sécurité et de l'islam. Qui n'améliorera pas les choses encore et qui va les rendre encore plus difficiles. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas céder à la division. Je suis d'accord sur le fait. Oui, mais il faut que les problèmes soient évoqués quand même. Quand je dis les problèmes, c'est la transformation de la société. On ne fait que ça de les évoquer. Je ne compte plus le nombre d'émissions, de bouquins, de journaux qui parlent du problème de l'islamisme. Honnêtement, personne ne se cache derrière son petit doigt. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, la lutte contre l'islamisme sert un certain nombre d'identitaires de gauche réactionnaires ou de droite réactionnaire. Et la difficulté, c'est qu'on a bien évidemment des Français de confession musulmane qui sont pris en étau et on a aussi des Français qui, ne connaissant parfois même pas de personnes de confession musulmane, part du principe que ce sont des ennemis de l'intérieur. Tout à l'heure, Rosa Méziane disait ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui débattent et qui attisent la haine. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le débat. Il ne faut pas interdire les unes de valeurs actuelles, il ne faut pas interdire les livres d'Éric Zemmour, ses émissions. Il est condamné quand il tient des et des députés ou des élus du Rassemblement national. Non, mais la difficulté, en toute transparence, aujourd'hui, on a plusieurs sensibilités qui s'opposent. Le problème, c'est que sur certains plateaux, et je l'ai déjà vécu moi-même, parfois vous êtes seul contre tous en apportant juste un tout petit peu de nuances sur des sujets. Et donc, on ne peut pas à un moment donné laisser pendant près de 10 ans
ans maintenant, un discours de haine se répéter chaque jour. Moi, quand j'ai des Français de confession musulmane qui m'expliquent à quel point c'est une douleur de regarder parfois la télé, tellement ils ont le sentiment d'être stigmatisés. Julie Graziani. Rose, moi je pense que le problème en fait c'est que sur la question de l'islam, on oscille d'un côté entre un discours extrêmement négatif qui présente toujours l'islam sous son aspect le plus terrifiant via le terrorisme et l'islamisme, et de l'autre côté le discours des défenseurs de l'islam est en général victimaire, donc il donne pas tellement envie non plus. Et au milieu de tout ça, on manque d'un discours positif sur l'islam. Et moi je constate que les gens connaissent très mal cette religion, en fait très mal. Ils plaquent des fantasmes ou des idées reçues dessus qui sont à milieu de la réalité. Donc plutôt que d'interdire les discours ou de judiciariser positivement, montrons les bons exemples. Connaissons-nous un peu plus. Au lieu d'écouter les deux, produisons mes discours. Même d'aller tordre la loi pour condamner Éric Zemmour, qui est parfois condamné sur des choses très extensives. Je peux vous donner une liste, et si vous voulez, je tiens à disposition un petit carnet avec toutes les sorties. Vous verrez qu'il n'y a pas qu'Éric Zemmour. J'ai parlé de journalistes, d'avocats, de membres du gouvernement, de philosophes. Enfin, à un moment donné, on peut pas autant les musulmans peuvent pas cristalliser toute la haine du monde, autant ne faisons pas croire que fini. La discussion est terminée. S'il vous plaît. Donnons la parole à un discours plus positif. Non, des gens qui viennent sur les Alors, on va voir ce que vous avez pensé dire l'islam, c'est de la prise de position de Rosa Méziane. On y va. Banalisation de la haine anti-musulman, stop. Julie Graziani. Oui, c'est un verre pour moi. Un verre pour moi. Ça mériterait aussi stop à l'haine tout court ou retirons la loi séparatisme. J'ai envie de rajouter plein de choses derrière, histoire d'optimiser mon verre. Ouais, moi aussi un verre, et je dirais même surtout stop à l'islamophobie d'État. Docteur Toro. Perfecto, d'accord. Parce que je vais te mettre un verre, mais je dirais un peu comme Julie, stop à la haine en général. Arrêtons de nous diviser. Bien évidemment. Plus on se connaîtra, et plus on vivra ensemble. Et certains font tout pour que cette connaissance n'existe pas. Et on a posé la question sur les réseaux sociaux, le hat-trick, le coup du chapeau pour Rosa Méziane. Y a-t-il un problème de haine envers les musulmans? Mais c'est le reflet de Twitter. Mais non, parce que y a-t-il un problème de haine envers les musulmans? Les gens, et on regardera les commentaires, les gens vont t'expliquer que le problème, c'est les musulmans. 52%. Elle est là la difficulté. On va terminer avec Julie Graziani, éditorialiste, et on va reparler des soirées clandestines qui se succèdent. Chaque week-end, on a des exemples. Alors là, si on regarde, on a eu 62 personnes qui se sont fait interpeller à Saint-Ouen, 110 personnes dans le 19e arrondissement. On avait une centaine de fêtards aussi dans un gîte de Haute-Garonne, au Burgot, près de Toulouse, et le maire était même épaté qu'on soit étonné que les types se fassent interpeller. On peut imaginer que ces personnes se sont dit qu'en organisant ce type de soirée à la campagne, dans un endroit de surcroît isolé, ils allaient être à l'abri d'un contrôle et de risques particuliers, ce qui n'est pas le cas. On se doute bien que ces soirées, ces dérapages, ces écarts, ça risque de se reproduire. Confinement, ça va craquer. 90 secondes pour convaincre Julie Graziani. Oui, Alain, vous avez rappelé les événements de ce week-end, à quoi s'ajoute à Paris et en banlieue parisienne un certain nombre d'incidents, un peu partout, Clichy, Courbevoie, le Vésinet, Vernouillet, un bar dans le 20e, un restaurant dans le 19e. Bon, c'est la moisson du week-end et comme je le disais lundi dernier, on constate que c'est répandu rigoureusement dans toutes les couches de la population, dans tous les quartiers, dans toutes les catégories sociales. Pas qu'au Palais Vivienne. Est-ce qu'il y a un paradoxe parce que les Français manifestent par des sondages leur adhésion aux mesures restrictives sanitaires et dans le même temps, on voit bien que de plus en plus, ils s'affranchissent, pas tout le temps, mais par-ci par-là, de les respecter eux-mêmes. Ça veut dire que nous sommes ambivalents en réalité, parce que les mesures qui nous ont été imposées et qui passent par la quasi-absence de convivialité, par la renonciation aux interactions sociales pendant une si longue période, ça n'est tout simplement humainement pas possible. On nous demande les exigences d'un sprint sur la durée d'un marathon et on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Et précisément parce que nous ne sommes pas dans une dictature sanitaire, en réalité les règles sont assez souples pour qu'il y ait une marge de manœuvre et d'appréciation de la part des citoyens qui ne s'en privent pas. Et ces stratégies d'évitement, on les retrouve justement dans un certain nombre de régimes autoritaires et nous sommes, à défaut de dictature, du moins dans un régime autoritaire. Donc de deux choses l'une maintenant, où l'État va fermer les yeux pour conserver la fiction du confinement, ou il va verbaliser par-ci, par-là en tapant et ça va craquer. Eh bien on y va, place au débat, à la discussion. Ça va craquer ou pas, Docteur Toro? Non mais ça craque. Ça craque. Ça craque. Maintenant on va voir à quelle vitesse ça va craquer.
tout simplement. Mais il y a deux choses à ça. C'est vrai qu'un an, c'est long. Quand on part en vacances, c'est maximum un mois. Un an, c'est pas possible. Mais deuxième chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que les gens, ils en peuvent plus. On leur a dit 15 janvier. 15 février, 15 mars, 15 mai, ils en peuvent plus, ils croient plus. Alors qu'ils voient dans notre pays à côté, je leur reviens encore là-dessus, où là ils commencent à ouvrir et ils sont tous vaccinés. Donc les gens ne mais si ça craque, ça prendra encore plus de temps. Oui, mais sauf que les gens ils n'en peuvent plus parce qu'on leur a tellement promis. Et excusez-moi, peut-être le mot va être brutal. On leur a tellement menti qu'ils disent écoutez, c'est bon, on vous a donné une chance, d'accord ? Vous qui nous gouvernez, vous n'avez pas réussi. Maintenant, nous, on veut vivre, on n'en peut plus au bout d'un an. Alors moi, je suis vraiment pour le confinement, je vous l'ai dit depuis le début. Mais là, ça va craquer parce que le 15 mai, excusez-moi, je le souhaite pas, mais je ne crois pas. Je suis même pas sûr au 15 juin. Et ça aura craqué, et ça aura craqué avant. Et ça recraquera tous les week-ends. Mais ça va craquer, attendez. Vous croyez qu'on aura assez de policiers pour aller contrôler toutes les maisons Attendez. Et on Pablo. Ludovic, on ne peut pas contrôler les maisons de surcroît. Le Conseil d'État a sanctuarisé le domicile. Donc on va trouver un autre biais, on va trouver d'autres choses, comme pour les vaccins, pour les gens qui arrivent à se faire vacciner alors qu'ils ne sont pas prioritaires. Donc ça veut dire que vous les... Maintenant, c'est la Julie, vous les débrouille. comprenez, ceux qui craquent et qui organisent des fêtes, vous comprenez. Ah mais... Non. Attendez. Entre comprendre et excuser, c'est deux choses différentes. J'ai pas dit excuser. Si vous dites ça va craquer dans votre raisonnement aux uns et aux autres, c'est plutôt dire on comprend que ça craque. Non, si vous voulez, moi, c'est dans l'autre sens. Ce qui m'agace en ce moment, c'est qu'on pointe du doigt comme étant de mauvais citoyens des gens qui ont fait une fête ou qui ont participé à un dîner une fois, alors que ces mêmes personnes respectent certainement depuis 9 à 10 mois toutes les règles de précaution et qu'un soir, ils se disent allez, je m'autorise un petit plaisir. Mais même pas je me lâche, je m'autorise une petite fantaisie. Et qu'on les pointe du doigt comme si c'était eux les responsables d'une situation sanitaire dramatique. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous... Votre discours a évolué, Julie, et je... Pablo. Oui, non, mais vous aviez tapé sur les gens qui faisaient des rave parties, etc. Non, alors Pablo, merci. Je remarque que votre discours a évolué, c'est très bien. À chaque fois. Pablo, merci sincèrement de mettre le sujet sur la table, parce que ça m'a beaucoup été reproché, en effet. Et non, il y a une vraie différence. Quand en janvier, je critiquais les participants à des rave parties, et quand la semaine dernière, j'indiquais que le domicile privé ou un lieu privé ne permettait pas aux policiers d'enquêter sur la base de la mise en danger de la vie d'autrui. Dans les deux cas, il y a une vraie différence et c'est pas la distinction de catégorie sociale. Et la fête à l'extérieur, vous considérez que la fête à l'extérieur est beaucoup plus dangereuse que dans une... Non, Pablo, c'est pas moi qui considère, je suis pas législateur, j'écris pas la loi. Quand c'est à l'extérieur, les rassemblements peuvent être verbalisés. Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec les leçons morales en fait qu'on donne aux uns comme aux autres. Pablo, il faut aussi faire très attention avec le droit, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils vont être verbalisés, alors qu'il n'y a aucun outil juridique pour les verbaliser. Alors, ça va craquer ou pas, Pablo ? Mais non, en fait, moi je pense qu'il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et de dire que les Français vont craquer, tout le monde va sortir dans la rue, plus personne ne va respecter les règles, ça va être la guerre civile ou je ne sais quoi. Non, pour l'instant, les Français respectent assez scrupuleusement les règles. Vous avez rappelé les chiffres, à chaque fois on parle de quelques centaines de personnes par week-end. Faut se calmer, enfin c'est pas tout le monde sort et tout le monde fait la chouille. Et pour lesquels il y a des interventions. Donc, non mais moi je pense en fait que je pense que les Français sont excessivement résilients et que lorsqu'ils décident... Moi, je pense qu'il y a un problème de démocratie sanitaire. C'est-à-dire dans la façon dont on prend les décisions au plus haut niveau de l'État. Il faudrait que ça soit plus que la représentation nationale, déjà, et plus maille à partir dans ces décisions. Je pense qu'il faut que les habitants, localement, en fait, puissent plus aussi discuter ces décisions. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ça vient de tout en haut. C'est le président de la République qui, soi-disant... Mais bien sûr que si, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut un grand débat. Je pense que nos députés, par exemple, je pense que nos députés... Attendez, revenons au point de départ. S'il vous plaît, revenons au point de départ de Julie et à ce que dit Rose. On peut discuter tout ce qu'on veut, la ligne de fracture passe à l'intérieur de nous-mêmes. On sait à la fois qu'il ne faut pas d'interaction sociale et en même temps, elle nous manque cruellement. Je crois qu'une majorité des Français, effectivement, ont respecté en fait les... Pardon ? Avant la fin du confinement. Moi, je n'arrive pas à excuser ceux qui, effectivement, font des grandes teufs ou d'éventuels membres du gouvernement qui auraient festoyé dans des appartements parisiens. Parce que sinon, il faudrait multiplier les contrôles à ce moment-là. Pour autant, c'est impossible déjà de contrôler tout le monde, mais je crois qu'on ne peut pas mettre un couvercle sur la vie des Français pendant un an. Et je crois que là, certains arrivent au bout. Je vois donc des personnes vous comprenez...
Vous comprenez pas, mais les bars clandestins, les dîners clandestins, les fêtes éventuellement. C'est évident. Déjà pour des questions financières, parfois pour certains, mais aussi parce que les gens craquent. C'est juste impossible. Moi, je vois des personnes qui sont plus ou moins stables psychologiquement et qui n'en peuvent plus, qui sont complètement en craquage. Et donc, je crois que, tu sais, quand tu n'en peux plus, tu prends des risques, effectivement. Et même si tu as conscience des risques, courir aux autres, hein. Mais même si tu as conscience des risques, c'est-à-dire tu ne peux pas tenir en haleine les gens pendant 1 an. C'est juste pas possible. Et moi, je crois au contraire que les gens vont de plus en plus demander des comptes, vont de plus en plus montrer qu'ils en ont marre. Et le vrai risque pour ce gouvernement, c'est la convergence des luttes. C'est le retour des Gilets jaunes avec peut-être tous les déçus. On a le parti des Patriotes de Laurent Philippot qui manifeste tous les dimanches. Pour les avoir vus sans masque, ça hurle à la dictature sanitaire. Et ils sont de plus en plus de monde. Pour avoir discuté avec certains, ils sont mais vraiment d'horizons complètement variés. Il y a un véritable danger de la convergence des luttes. Je crois que ce gouvernement doit véritablement s'activer sur la question de la stratégie vaccinale, parce que si cet été, on n'est pas tous en train de prendre des vacances et en train de siroter un cocktail, je ne donne pas cher de ce gouvernement au mois de septembre. C'est impossible si on a un été... Même avant. Je pense que l'erreur du gouvernement, et d'ailleurs l'erreur qui est faite par beaucoup de monde, c'est d'opposer juste strictement la vie et la mort. C'est pas que comme ça. On ne sauve pas. La vie, en fait, c'est plein de choses. Et c'est effectivement aussi la vie sociale. C'est aussi la vie culturelle. Et tout ça, ça doit être pris en considération. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la démocratie sanitaire. En fait, que tous les acteurs, en fait, qui participent de notre santé publique, à commencer d'ailleurs par les habitants, par les Français et les Françaises eux-mêmes, devraient pouvoir en fait discuter. Comme le disait le docteur Taureau, le fait de voir les images de la Grande-Bretagne, tu vois, est-ce que ça va pas titiller, un peu excité, un peu titillé, un peu excité, c'est dire et puis après tout le week-end prochain je sors, j'invite, même si on sait qu'il y a encore des risques. Excusez-moi, mais quand on entend le ministre de la Santé qui dit que ça marche du feu de Dieu, les gens ils vont y croire que ça marche du feu de Dieu, mais ça marche. Et tu as raison sur son image, que ça boue depuis 1 an. Et ben la couvercle saute, il y a des gouttes qui sautent. Et plus ça va bouillir, et plus ça va sauter. Mais c'est évident. Donc de week-end en week-end, et comme on va vers le printemps... Mais surtout, je le redis encore, c'est une perte de la confiance dans les promesses. Si on se dit, allez, c'est le bout du tunnel, mais ça fait combien de temps que c'est le bout du tunnel? Ça fait des mois que c'est le bout du tunnel. Écoutez, moi je suis parisien, et je vois que le soir, après 20h, on est quand même dans la capitale, il y a beaucoup de monde, c'est très dense, et il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas un chat. Non mais donc faut arrêter de dire que genre tout fait et que craquer la fête. On n'est pas en train de te dire... Oui mais justement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les gens restent chez eux. De plus en plus, on va avoir des personnes qui vont organiser des fêtes, des apéros, qui vont Je pense que le risque, c'est plutôt les dépressions et le repli sur soi. Je suis d'accord. Mais après la dépression, tu craques. Une fois qu'on a dit ça, pour filer la métaphore culinaire de la cocotte minute de Ludovic, faut-il que le gouvernement baisse le feu ou qu'il remette un coup de vis sur le couvercle? Autrement dit, est-ce qu'il doit fermer les yeux sur les petites incartades des Français en ce moment, ou est-ce qu'il doit augmenter l'autorité et la verbalisation? Avec les chiffres, je vous rappelle qu'on est au même chiffre qu'il y a 1 an. C'est surtout pas maintenant qu'il va falloir lâcher les choses. Oui. Parce que si on dépasse en plus, imaginez 2 secondes que symboliquement, on ait plus de gens dans les hôpitaux et qui décèdent en réa. Alors, quoi de ta cocotte minute? Non, on change. On s'est trompé, la cocotte minute, le truc, on change de cocotte, on essaie de tout changer là-dedans. La flotte, la cocotte, la pincée de sel, la pincée de poivre, et on trouve un truc qui peut en sortir. Mais là, il y a urgence. J'en suis absolument. Mais pour ça nécessite autocritique. Et pour l'instant, le gouvernement. Et encore de la discipline alors. Ouais, mais non. Parce que c'est ça. Est-ce que les Français vont réussir encore à discipliner et à tenir de week-end en week-end? Il faut aller minimum jusqu'à mi-mai. Mi-mai, on fera un point. Mais qu'est-ce qui va se passer le 15 mai? La cocotte, elle va faire comme ça, sans être sûr que le président à la mi-mai dira. On passe au processus de libération. Mais c'est impossible. Honnêtement, vu les chiffres, c'est impossible que mi-mai nous libère un petit peu de l'Est. Enfin, moi, j'y crois pas. En revanche, si on continue à avoir des stratégies comme ça à la petite semaine, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des gens qui attendent 4 heures, voire plus, pour avoir un reste de dose, et de l'autre côté, des gens qui ne viennent pas. C'est du grand n'importe quoi, et je crois que là, il faut un réveil de ce gouvernement. Et on a passé le cap du 1 million de morts à cause du Covid, chiffre et comptage officiel de l'agence France-Presse de l'AFP. Vous voyez en alerte info sur le Covid depuis 1 an que ça dure maintenant. On va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Julie Graziani.
Ça va craquer, Pablo? Non, ça va pas. Enfin, je ne pense pas que ça va craquer. Non, mais si le gouvernement, les Français respecteront les règles. Mais par contre, il faut de la discussion. Il faut de la démocratie dans la façon dont sont prises les décisions. Oui, ça craque déjà. Les gens sont hyper respectueux, mais ils en peuvent plus. Certains vont fortement, même si on les verbalise, ça va continuer parce que c'est trop long. C'est trop long et il y a trop d'erreurs. À la limite, trop long, ok, mais trop d'erreurs. On a qu'à se comparer, on voit bien la chose. Psychologiquement, les gens sont véritablement en train de craquer et effectivement, ça peut donner parfois à des comportements qui sont pas complètement dans les clous. Donc oui, et j'espère que le gouvernement va se ressaisir parce que c'est très compliqué pour les Français. On a posé la question aussi sur les réseaux sociaux. Julie Graziani qui a gagné son pari 2-1, soirée clandestine et écart, les Français craquent. Oui, 63,5%, non 36,5%. Belle victoire pour Julie Graziani qui aura conclu ce qui va vous convaincre. On se retrouve demain, 19h, 120% News, 20h, qui va vous convaincre. Et dans un instant, la famille royale qui est en vedette sur BFM TV avec le couple Elisabeth II, Philippe et puis les obsèques de Philippe samedi prochain. Tout ça s'est passé en revue par Aurélie Casse. Bonne soirée sur BFM TV.